Tage. Des baies vitrées offraient une vue panoramique de la ville, et des œuvres d'art moderne ornaient les murs. Monsieur Harwood l'accueillit avec un sourire chaleureux, lui faisant signe de s'asseoir sur un canapé blanc moelleux. « Léa, bienvenue, dit-il en s'installant dans un fauteuil en face d'elle. J'ai réfléchi à la meilleure façon d'utiliser votre expérience en marketing tout en vous aidant à développer vos compétences. » Elle essaya de calmer ses nerfs. « J'apprécie cette opportunité, monsieur Harwood. » Il fit un geste de la main. « James, corrigea-t-il. Puis il ouvrit un dossier sur la table basse, révélant une série de documents. « J'ai une petite équipe qui se concentre sur les consultations en images de marque pour les entreprises émergentes. J'aimerais que vous nous rejoigniez en tant que consultante. Vous me suivriez au début, apprenant non seulement le marketing, mais aussi le leadership, la négociation et les partenariats stratégiques. » Léa sentit son souffle se couper. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. « Je suis honoré que vous me fassiez confiance pour cela, dit-elle. Mais je dois être honnête. Je suis un peu rouillé en matière de leadership. Mon dernier emploi consistait principalement en du travail de coulisses. » Les yeux de monsieur Harwood pétillèrent d'une confiance qui mit Léa à l'aise. « Ne vous inquiétez pas, dit-il. Je vois du potentiel en vous, et je suis convaincu que nous pouvons l'affûter. Vous apprendrez en faisant, en observant, et finalement en prenant la tête de projet. C'est un entraînement où l'on apprend à nager où l'on coule, mais j'ai confiance que vous nagerez très bien. » Et c'est ainsi que tout commença. Au cours des semaines suivantes, Léa se plongea dans la lecture de documents. Rapport d'activité, stratégie de marque, technique de négociation. M. Harwood l'emmena à des réunions avec des clients, lui permettant d'observer comment il posait des questions pertinentes, comment il négociait des accords qui satisfaisaient toutes les parties. Léa absorbait tout comme une éponge, son esprit bourdonnant de nouvelles idées. « Tout est question de comprendre les gens, » lui dit un jour monsieur Harwood alors qu'il quittait une réunion client particulièrement réussie. « Oui, les chiffres comptent. La présentation compte. Mais au final, il faut créer un lien humain. » Léa hocha la tête, griffonnant des notes dans son agenda. Elle ne s'était jamais sentie aussi vivante, aussi engagée dans son travail. Chaque soir, elle rentrait épuisée mais exaltée, son esprit rejoignant les leçons de la journée. Et chaque matin, elle se réveillait avec un regain de détermination. Pourtant, au fond de son esprit persistait le souvenir du visage suffisant d'Adriane, des photos de paparazzi de lui et Carmen. Malgré son nouvel enthousiasme, elle ne pouvait pas complètement se défaire de la peur qu'Adriane ait raison, qu'un jour prochain, elle craquerait sous la pression. Mais pour l'instant, elle était déterminée à prouver le contraire, à la fois à elle-même et à tous ceux qui doutaient d'elle. Elle commençait à voir que l'adversité pouvait être un tremplin, la propulsant vers des sommets qu'elle n'aurait jamais cru possibles. Un mois après le début de sa formation, Léa commença à trouver son rythme. Elle venait de terminer la rédaction d'une stratégie de marque pour une boulangerie locale cherchant à se développer en ligne. Fière de son travail, elle décida de s'offrir une soirée tranquille à la maison avec un film. Mais son téléphone sonna, une notification qui changea ses plans. Naomi lui avait envoyé un lien, un court clip vidéo posté sur les réseaux sociaux. La miniature montrait Carmen et Adriane, riant devant une caméra. L'estomac de Léa se noua tandis qu'elle appuyait pour le lire. Dans la vidéo, Carmen rejetait en arrière ses cheveux parfaitement coiffés, adressant à Adriane un sourire malicieux. « As-tu vu Léa ces jours-ci » demanda-t-elle d'un ton moqueur. « La pauvre est probablement noyée sous les dettes et la solitude. Je veux dire, Adriane, tu l'as pratiquement sauvée de sa vie sans issue, n'est-ce pas ?» Adriane esquissa un demi-sourire narquois, haussant les épaules. « Elle a toujours eu ce côté naïf, dit-il, feignant le regret. J'espère juste qu'elle n'est pas assez délirante pour tenter quelque chose de grand. Elle ne fera que s'embarrasser davantage. » Carmen gloussa, se penchant en avant avec une joie non dissimulée. « Que Dieu la bénisse. Certaines personnes ne sont pas faites pour voler, tu sais ?» Léa sentit ses joues brûler. La vidéo se terminait par Carmen et Adriane trinquant avec des coupes de champagne, riant comme si la chute de Léa était une source de divertissement. Elle relut le texto de Naomi en pièces jointes. « Ma belle, je suis désolé, mais j'ai pensé que tu devais voir ça. Utilise-le comme motivation, pas comme chagrin d'amour. » Un tourbillon d'émotions agita Léa, colère, humiliation, tristesse. Mais surtout de la colère.
Elle sentit son pouce accélérer en fixant le visage cruel et moqueur de Carmen. Ils pensent que je ne peux pas le faire, se dit-elle. Ils disent au monde entier que je suis un échec. Elle enregistra le clip sur son téléphone, comme pour le conserver pour référence future. Peut-être en aurait-elle besoin pour se rappeler pourquoi elle se dépassait autant. Le lendemain, elle le montra à Naomi, qui pinça les lèvres de colère. Cette femme est immonde, fulmina Naomi. Et Adrian est un imbécile encore plus grand. Léa hocha la tête, sa résolution se durcissant. Plutôt que de laisser la vidéo la vaincre, elle décida de canaliser sa négativité en motivation. Elle travailla plus longtemps, affûta ses compétences et observa chaque mouvement de Monsieur Harwood comme un faucon. Elle était déterminée à réussir, à exceller et à prouver qu'elle n'était pas la femme fragile et naïve qu'il dépeignait. Chaque fois que le rire narquois de Carmen résonnait dans son esprit, Léa se dépassait davantage. Lecture tard le soir, répétition de présentations éclair devant le miroir de sa salle de bain, refonte de plans stratégiques jusqu'à ce qu'il soit parfait. Elle se consacra entièrement à ce nouveau chapitre de sa vie. Et dans les moments calmes avant de dormir, elle s'autorisait à rêver d'un jour où elle pourrait se tenir devant Adrian et Carmen, fière et accomplie, leurs paroles cruelles rendues insignifiantes par son succès. Elle ne resterait pas dans l'ombre de leur ridicule. Elle deviendrait sa propre lumière. C'était tard un samedi soir quand un concept commença à prendre forme dans l'esprit de Léa. Elle était dans son salon, entourée de tasses de café, de papier et de livres de commerce. L'écran de son ordinateur portable brillait dans la pénombre. Elle avait réfléchi à des moyens de se démarquer dans le monde du conseil. Quel angle unique pouvait-elle apporter que d'autres n'offraient pas? C'est alors qu'elle écrivit 2 mots, Projet Phénix. Le phénix, oiseau mythique qui renaît de ses propres cendres, lui semblait intimement lié à son parcours. Et elle savait que de nombreuses entreprises, en particulier les petites, se sentaient souvent au bord de l'effondrement. Avec les bons conseils, elle pourrait renaître. Elle voulait se spécialiser dans l'aide aux entreprises en difficulté pour qu'elles ressuscitent, tout comme elle ressuscitait sa propre vie. L'excitation parcourut ses veines alors qu'elle développait l'idée. Elle offrirait des stratégies de marque, des plans de marketing numérique et une dose de leadership motivant, des outils qu'elle apprenait de Monsieur Harwood. Ce serait une petite agence au début, juste elle, travaillant sous son mentorat. Mais elle l'imaginait devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Léa tapa une ébauche d'énoncé de mission, le projet Phénix vise à donner aux entreprises les moyens de surmonter leurs limites, transformant les revers en retours spectaculaires. Elle fixa les mots à l'écran, ressentant une bouffée de fierté. C'était à elle. Sa création. Sa vision. Elle était peut-être débutante dans la gestion de sa propre entreprise, mais elle avait de la motivation, de la passion et un arsenal croissant de compétences. Elle avait aussi le soutien de quelqu'un comme Monsieur Harwood, qui avait déjà exprimé son intérêt à la soutenir une fois qu'elle aurait un plan viable. Le lendemain matin, elle présenta le concept à Monsieur Harwood. Il écouta attentivement, joignant les doigts sous son menton. Un lent sourire se dessina sur son visage quand elle eut terminé. Voilà une marque, dit-il en hochant la tête en signe d'approbation. J'aime le symbolisme, et j'aime la niche ciblée. Les entreprises en difficulté sont souvent négligées par les grandes agences, mais cela signifie aussi qu'il y a un marché mal desservi, qui attend les bons conseils. Le cœur de Léa s'emballa. Alors, vous pensez que ça vaut la peine de poursuivre? Monsieur Harwood se pencha en arrière dans son fauteuil. Absolument. Commençons petit. Vous pouvez développer un plan d'affaires, une stratégie initiale d'acquisition de clients, et nous verrons à partir de là. Nous ferons du projet Phénix un programme pilote sous mon égide. S'il est prometteur, nous l'étendrons. Ses yeux brillèrent de gratitude. Merci, dit-elle doucement. Je ne vous décevrai pas, elle passa le reste de la journée à rédiger des propositions, à concevoir une maquette préliminaire de site web et à créer un logo simple. Un phénix stylisé renaissant des flammes. Chaque touche de clavier lui semblait être un pas vers son avenir. Fini le temps où elle remettait en question chaque mouvement, paralysée par la peur des critiques d'Adrian. Maintenant, elle traçait sa propre voie, alimentée par la détermination et une étincelle qu'elle refusait de laisser mourir. Non, pensa-t-elle, je ne m'effondre pas. Je renais. 2 semaines plus tard, Léa affronta son premier véritable test avec le projet Phénix. Une imprimerie locale, Dallas Print, était sur le point de fermer. Il perdait des clients au profit de concurrents en ligne, et le propriétaire,
Dahl, cherchait désespérément une bouée de sauvetage. Monsieur Harwood confia à Léa la gestion de la présentation initiale de la refonte de la marque. Léa passa des jours à analyser les efforts marketing actuels de l'imprimerie, ou leur absence, et à rechercher des pistes de croissance potentielle. Elle prépara un diaporama, peaufina ses arguments et répéta la présentation jusqu'à pouvoir la réciter dans son sommeil. Le matin de la présentation, elle arriva chez Dahl Sprint, l'adrénaline parcourant ses veines. Dahl était un homme bourru d'une 50aine d'années, aux doigts tachés d'encre et au visage buriné. Il avait l'air sceptique, appuyé contre le comptoir pendant que Léa installait son ordinateur portable. Mais elle sourit poliment, déterminée à le convaincre. Dahl, merci de m'accorder un peu de votre temps, commença-t-elle en s'éclaircissant la gorge. Le projet Phoenix se spécialise dans les stratégies de transformation pour les entreprises comme la vôtre, celles qui sont à un tournant, avec un grand potentiel mais confrontées à des défis urgents. Elle se lança dans sa présentation, lui montrant comment il pourrait se tourner vers les services en ligne, offrir des forfaits de conception personnalisés et s'associer avec des écoles et des entreprises locales pour des besoins d'impression en gros. Elle exposa un plan de marketing numérique solide, avec une sensibilisation sur les réseaux sociaux et des publicités locales ciblées. Puis elle dévoila sa vision d'une identité de marque rafraîchie, avec un logo mis à jour et une signalétique moderne. Le froncement de sourcils sceptique de Dahl laissa progressivement place à un optimisme prudent. Au moment où Léa termina, il hochait la tête. Je ne réalisais pas à quel point j'avais pris du retard, admit-il en se frottant pensivement le menton. Mais votre plan ? Ça semble faisable. Et vous pensez vraiment que nous pouvons attirer de nouveaux clients de cette façon ? Léa sourit en fermant son ordinateur portable. Je le crois, oui. Nous le déploierons progressivement pour gérer les coûts et les risques, mais je suis convaincu que nous pouvons redonner vie à cette entreprise. Dahl soupira, un poids semblant se lever de ses épaules. Très bien, mademoiselle Reynolds. Affaire conclue. Faisons cela. Léa quitta la boutique, ravie. C'était sa première victoire officielle. Plus tard cet après-midi-là, elle appela Naomi pour lui annoncer la nouvelle. Les cris de joie de son amie faillirent lui percer le tympan, mais cela ne la dérangea pas. Puis, elle envoya un texto à Monsieur Harwood, qui répondit par un message simple mais encourageant, « Fier de toi, Phoenix ». Cette nuit-là, dans le calme de son appartement, Léa réalisa le chemin parcouru depuis la femme en larmes brûlant des photos de mariage. Elle n'était plus victime du dédain d'Adrian. Elle avait fait un pas audacieux en avant, façonnant son propre récit. Et ce n'était que le début. Sa confiance galvanisée par sa première victoire client, Léa décida qu'il était temps pour une mise à niveau personnelle. Naomi l'accompagna dans un studio de stylisme chic au cœur de la ville. L'endroit bourdonnait d'énergie. Des dizaines de stylistes s'occupaient de clients, les ciseaux claquaient et les sèche-cheveux vrombissaient. Léa s'assit dans un fauteuil de salon moelleux, se sentant à la fois excitée et nerveuse. Elle ne s'était jamais offert une transformation complète auparavant. Adrian avait toujours choisi ses vêtements, préférant des pièces conservatrices qui le mettaient en valeur. Maintenant, elle était prête à découvrir son propre style. Sa styliste, une jeune femme pétillante nommée Daria, étudia le visage et les cheveux de Léa. « Nous allons opter pour quelque chose de moderne, mais de puissant, » dit-elle en fouillant dans ses outils de coiffure. Quelque chose qui dit « Je suis aux commandes », sans être trop intimidant. Léa sourit. Ça semble parfait. Daria commença par couper les cheveux mi-longs de Léa en un carré dégradé et élégant qui encadrait son visage. Elle ajouta de subtiles mèches pour faire ressortir les tons chauds naturels de Léa. Pendant que la transformation capillaire avait lieu, Naomi parcourait un portant de tenue tendance à proximité, tendant occasionnellement quelque chose à Léa pour approbation. Vint ensuite le maquillage, un look doux et naturel qui mettait en valeur les yeux et les pommettes de Léa. Lorsque Daria fit pivoter le fauteuil, Léa se reconnut à peine. Elle avait l'air sophistiquée, confiante, vivante. Naomi poussa un cri théâtral. « Oui, ma belle. C'est la nouvelle toi. » Léa rit, une légère rougeur montant à ses joues. « J'ai l'air si différente. » Elle croisa de nouveau son reflet dans le miroir, ressentant une bouffée de fierté. C'était une manifestation visuelle de la transformation qui s'opérait en elle. Elles passèrent à l'espace boutique, où une personnelle shoppeuse disposa des options de tenue. Naomi insista sur quelque chose de percutant,
alors Léa essaya un blazer ajusté associé à un pantalon slim. L'ensemble était à la fois professionnel et élégant, bien loin des robes conservatrices qu'Adrienne lui imposait autrefois. Elle fixa son reflet dans le miroir de la boutique, une femme forte, libérée du poids du jugement d'autrui. Elle adorait ça. Léa prit une profonde inspiration, laissant le moment s'imprégner. C'était un nouveau chapitre, et elle voulait avoir l'apparence et le sentiment d'une entrepreneur prospère. Après avoir finalisé les achats, elle et Naomi décidèrent de déjeuner tard. En sortant sur le trottoir animé de la ville, Léa sentit les regards se tourner vers elle. Elle se tenait avec plus d'assurance. Même Naomi le remarqua. « Ta posture est différente », la taquina-t-elle en lui donnant un coup d'épaule. « Regarde-toi, toute digne et puissante. » Léa rit, sentant une légèreté dans sa poitrine qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi simple qu'une nouvelle coupe de cheveux et une nouvelle tenue peut te faire sentir renaître, dit-elle. Naomi hocha la tête avec emphase. Absolument. Et ce ne sont pas que les vêtements. C'est toi qui t'affirmes enfin. Les vêtements ne sont que la cerise sur le gâteau. Léa adressa un sourire reconnaissant à son amie. Elle avait hâte de se présenter à son ancien travail le lendemain et de remettre sa démission. Elle voulait le faire selon ses propres termes, en ayant l'air de la patronne qu'elle devenait. Le lendemain matin, Léa entra dans son ancien bureau, vêtue de son nouveau tailleur pantalon, le menton haut. Les murs beige familiers et l'éclairage fluorescent lui semblaient oppressants, mais elle n'y resterait plus longtemps. Quelques collègues la dévisagèrent, transformés, et elle entendit même des chuchotements comme « C'est vraiment Léa ». Elle se dirigea directement vers le bureau de son patron, où elle remit sa lettre de démission. Son patron, Monsieur Collier, parut déconcerté. « Vous êtes l'une de nos meilleures, Léa. »« Où allez-vous » demanda-t-il en tripotant ses lunettes de lecture. « Je lance ma propre société de conseil » répondit Léa, la voix assurée. « J'ai passé de merveilleux moments ici, mais je suis prête pour un nouveau défi. » Monsieur Collier cligna des yeux, surpris, puis un sourire étira ses lèvres. « Je suis fier de vous, dit-il. Allez montrer au monde ce dont vous êtes capable. » Ressentant une vague de validation, Léa tourna les talons et sortit du bureau. Elle se dirigea vers la batterie d'ascenseur de l'immeuble, le cœur battant d'excitation et d'une pointe de peur. Alors qu'elle entrait dans un ascenseur vide, un collègue filma rapidement une vidéo sur son téléphone. Léa dans un tailleur pantalon élégant, une démarche assurée, lettre de démission à la main. À l'heure du déjeuner, ce court clip s'était retrouvé sur les réseaux sociaux avec la légende « Qui a dit qu'un divorce ne pouvait pas être une métamorphose ?» La vidéo montrait Léa, les yeux droits devant, entrant dans l'ascenseur comme si tout l'étage lui appartenait. C'était un enregistrement simple, fait sur le vif. Mais parfois, les choses les plus simples deviennent virales. En quelques heures, la vidéo avait des milliers de vues, puis des dizaines de milliers. Les commentaires affluèrent. C'est l'énergie dont nous avons besoin en 2025. Déchire tout, reine. Montre-leur ce qu'est la vraie liberté. Elle a l'air de savoir ce qu'elle veut. #vide de patronne. Le lendemain matin, le clip avait atteint 1 million de vues. Pour Léa, c'était à la fois exaltant et terrifiant. Elle n'avait pas cherché la célébrité, mais elle était là, braquée sur elle. Les demandes d'interviews affluèrent de podcasts locaux et d'émissions de discussion en ligne. Même des plateformes plus importantes commencèrent à la taguer comme « la dame au divorce métamorphose ». Ce qui la fit grincer des dents, mais au moins c'était de la publicité. Naomi était aux anges, lui envoyant des textos non-stop sur l'explosion de commentaires positifs. Monsieur Harwood lui envoya un message de félicitations, impressionné par la façon dont le destin semblait s'aligner avec sa marque personnelle de renaissance de ses cendres. Elle reçut également des messages d'anciens camarades de lycée et de parents éloignés qui avaient vu le clip, tout le monde voulait parler de son nouveau parcours. Pour la première fois, Léa sentit qu'elle contrôlait son récit. Elle n'était plus seulement l'ex-femme d'Adrian. Elle était Léa Reynolds, la femme qui avait quitté la complaisance pour l'inconnu, la tête hache. It was just an ordinary Tuesday in the Boston suburb, the kind of day where the air was heavy with humidity and promised an afternoon thunderstorm. Dina mused how the weather seemed to match the tension simmering in the house. Her mother-in-law, Léa, had invited herself over for lunch again. These impromptu visits had become more frequent lately, each one leaving Dina with a knot in her stomach that took days to unravel. Dina stood in the kitchen,
the atmosphere modest colonial home, shopping vegetable for a salad. The rhythmic sound of the knife the cutting board was strangely soothing, a stark contrast to the chaotic new was imminent. Moses, her husband of 5 years, was setting the table, his movement careful and deliberate. She could tell he was trying to avoid gas. She'll be here any minute, he said, his voice unnaturally cheerful. Maybe this time will be different, Dinah. Maybe she'll be in a good mood. Dinah didn't reply. They both knew it was wishful thinking. Leah's mood were unpredictable and New England weather, which is to say, not at all. The doorbell rang, and Moses hurried to open it, leaving Dinah alone in the kitchen. She took a deep breath, mentally preparing herself for what was to come. Leah breathed in, her Hermes scarf behind her like a banner of opulence. She kissed Moses on both cheeks before turning her critical gaze to Dinah. Dinah, my dear, she said, her voice dripping with false sweetness. I do hope you've prepared something edible this time. Last month's lunch was, well, let's just say it was an experience. Dinah bit her tongue and forced a smile. I made your favorite salad, Leah, and there's a quiche in the oven. Leah sniffed the air theatrically. Well, I suppose it smells acceptable. Now, where's the wine? You know we can't have this little get-together without a good Chardonnay. Moses hurried to pour her a glass, his eagerness to please his mother painfully obvious. They settled around the dining room table, the tension so thick you could cut it with a knife. Leah dominated the conversation, as usual, regaling them with stories about her latest charity gala and the shortcomings of her new housekeeper. Dinah found herself tuning out, her mind drifting to happy times. She thought back to when she first met Moses at a Red Sox game, how they bonded over their shared love for the team and mutual dislike for the Yankees. Those early days were filled with laughter and the possibility. Now, 5 years into their marriage, Dinah often felt like she was drowning in a sea of expectation and disappointment. Leah's voice broke through her reverie. Dinah, are you even listening? Honestly, it's no wonder you can't hold down a decent job with an attention span like that. Dinah snapped back to the present, her cheek burning with shame and danger. I'm sorry, Leah. What were you saying? Leah rolled her eyes. He was talking about Grace. You remember Grace, don't you? My dear friend from the country club. Dinah nodded vaguely, remembering a woman with too much plastic surgery and an even more artificial log. Well, Leah continued, leaning forward conspiratorially. Grace is moving to Boston. She's been through a rather rough time lately, poor dear. A dreadful divorce, you know. She need a fresh start. Dinah made a neutral sound, unsure where this was going but certain she wouldn't like it. The thing is, Leah said, her eyes narrowing. Grace need a place to stay, somewhere comfortable, somewhere familiar. It clicked, and Dinah felt her stomach lurch. Leah, you don't mean? This house would be perfect for her, Leah interrupted, waving her hand dismissively. It's not if you and Moses use all this space. And really, it's the least you can do for family. Dinah stared at her, incredulous, the tension in the room rising like steam from the forgotten quiche in the oven. Moses sat silently in his corner, nervously sipping his drink. A chies occasional, Kieshuckle sounded like a feeble attempt to defuse the situation. But it only made things worse. Leah, Dinah said, trying to keep her voice firm. This is our home, Moses and he worked hard for it. We can't just give it away. Leah's eyes glinted dangerously. Can't or won't he? He thought he raised Moses better than to let him marry someone so selfish. Dinah felt her anger rise, years of pent-up frustration threatening to boil over. This has nothing to do with selfishness. It's about boundary and respect, something you seem to have very little understanding of. The room fell silent, the only sound the ticking of the grandfather clock in the hallway. A wedding gift from Leah, naturally. Moses cleared his throat awkwardly but still said nothing to defend Dinah. Leah's face hardened, her perfectly manicured nails digging into the tablecloth.
How dare you speak to me like that in my son's house, you ungrateful little witch. You're lucky we tolerate you in this family. And now you're going to ruin Grace's move. Dina stood up abruptly, her chair scraping loudly against the hardwood floor. This conversation is over, Leah. I think it's time for you to leave, she said, her voice trembling with suppressed danger. Leah rose too faster, her face contorted with rage. You're not dismissing me like that, you gold digging, she turned sharply to Moses. Moses, are you going to let her speak to me this way? Both women turned to Moses, who seemed to shrink under their combined gaze. He raised his glass half in a toast, his voice trembling slightly. Now, ladies, can't we all just get along? H.I.S. Cowardis fied Dina with both anger and astonishment. This was the man she had married. The man she thought would stand by her through thick and thin. Yet here he was, hidden behind his wine glass while his mother verbally assaulted her in her own home. She turned away, unable to look at either of them. I'm going to clear the table, she said even though, her voice barely concealing her emotion. She had to leave the room before she said something she couldn't take back. Dina reached for Leah's plate, a sudden movement behind her caught her. Before she could react, a searing pain exploded across her face and arms. She screamed, the world dissolving into chaos and agony. Through the fog of pain, she realized Leah had grabbed the pan of hot oil from the stove and thrown its content at her. Dina stumbled, knocking plate to the floor. The sound of shattering china seemed distant, drowned out by the roaring in her ear and the burning sensation consuming every inch of her skin. Blindly, she grabbed a towel, pressing it to her face in a futile attempt to stop the pain. Through tear-filled eyes, she looked at Moses, silently pleading for help, for any sign that he cared. But he just sat there, his face a mask of shock and indecision. Leah stood triumphantly, her chest heaving as if she'd won some sort of perverse contest. Give the house to Grace, she spat, her voice full of venom. Because if you don't, believe me, your marriage ends here and now. Moses, still seated, burst out laughing. It wasn't a log of joy, there was nervousness in it, a of hysteria. But his silence in the face of this blatant attack spoke volume. The betrayal of his inaction cut Dina deeper than the oil ever could. As she stood there, her skin blistering and her world crumbling around her, she realized this moment would change everything. It wasn't just about a house anymore. It was about dignity, self-respect, and the realization that the family she had married into was toxic to its core. Little did Dina know, this unforgivable encounter was only the beginning. The choice she would make in the coming days and weeks would reshape her entire life, testing her strength and resilience in ways she never thought possible. But in that instant, all she could feel was the burn of her skin, of her anger, and of the bridge that were about to go up in smoke. The world around her blurred into a haze of pain and disbelief. The searing heat on her skin was matched only by the burning rage in her chest. As she stood there, oil dripping from her face and arms, she struggled to process what had just happened. The kitchen, once a place of comfort and creativity, now felt like a battlefield. Leah's eyes, dark with malice, stared at Dina. Her lips curled into a cruel sneer as she said, "You ungrateful little witch. You're lucky we tolerate you in this family. Now you're going to ruin Grace's move." The word hit Dina like another splash of hot oil, each syllable searing itself into her memory. She didn't flinch. Despite the pain, despite the shock, she held her ground. Years of enduring Leah's verbal barb had prepared her for this moment, too she'd never imagined it would escalate to physical violence. Dina glanced at Moses, desperately searching for support, for validation, for anything. But what she saw chilled her to the bone. Moses, her husband of 5 years, the man with whom she'd built a life, simply raised his glass as if toasting his mother. H.I.S. face was a mask of nervous amusement, a faint chuckle escaping his lips. Moses, she croaked, her voice hoarse from shock. Aren't you going to say anything? He cleared his throat, shifting uncomfortably in his chair. Come on, Dina, I'm sure Mom didn't mean. I mean,
It was probably just an accident, right? HIS World trailed off I looked to Leah for confirmation. Leah's log was sharp and humorless. En accident? Please. Dina need to learn her place in this family. If a little otoil is what it take, then so be it. Dina couldn't believe her ear. A little otoil. Her skin was blistering, the pain intensifying with every second. And yet, her mother-in-law was justifying her assault as some sort of twisted life lesson. Worse still, her own husband was tacitly condoning her action with his silence. Slowly, carefully, Dina made her way to the sink. The cool water broke a momentary reprieve as she splashed it onto her burns. But she knew it was only a temporary measure. She needed medical attention. And fast. But more than that, she needed to get out of this house. Away from these people who had shown their true color in the most horrific way possible. I'm going to the hospital, she announced, her voice steadier than she felt. Don't follow me. Either of you. Moses finally stood up, a flicker of concern crossing his face. Dina, don't you think you're overacting? I'm sure it's not a bad outlook. Why don't you just lie down for a bit, and we can talk about this when everyone is calmed down. HIS word hit her like a slap. Not a bad outlook. She could feel her skin tightening, the blister forming. The pain was unlike anything she'd ever experienced. And yet, her husband was trying to minimize it. To sweep it under the rug I did with all of Leah's transgression. No, Moses, she said, her voice low and controlled. This isn't something we can just talk about. Your mother assaulted me in her home, and you sat there and did nothing. Leah scoffed, tossing her perfectly coiffed hair. Assaulted? Don't be so dramatic, Dina. This is a family matter, and it will be handled as such. There's no need to involve outsider. Dina turned to face her, ignoring the pain that shot through her body with every movement. This stopped being just a family matter the moment you decided to throw hot oil on me, Leah. You crossed a line, and there's no coming back from it. She grabbed her car keys and headed for the door. Behind her, Moses called out weakly. Dina, please, let's not do anything rash. She paused in the doorway, turning to look at him one last time. The man she saw before her was a stranger. Gone was the confident partner she thought she'd marry. In his place stood a spineless mama's boy, more concerned with keeping the peace than standing up for what was right. Rash, she repeated, her voice barely a whisper. Rash would be staying here and pretending this never happened. Rash would be forgiving and forgetting like he've done so many times before. No, Moses, what I'm doing now isn't rash. It's necessary. With that, she walked out of the house, leaving behind Leah's smug laughter and Moses' feeble protest. The drive to the hospital was a blur of pain and danger. Tears streamed down Dina's face, mixing with the oily residue and stinging her burns, but she didn't take care. The physical pain was nothing compared to the emotional turmoil raging within her. At the emergency room, the staff sprang into action as soon as they saw her condition. A keen-faced nurse named Maggie gently cleaned her burns while a doctor examined the extent of the damage. These are second-degree burns, the doctor said, his brow furrowed with concern. Can you tell me what happened, Ms. Collins? Dina hesitated for a moment. Part of her wanted to lie, to say it was a cooking accident. But then she remembered Leah's smug face and Moses' nervous laughter. No, she wouldn't cover for them. Not anymore. My mother-in-law threw a pan of hot oil on me, she said, her voice trembling slightly. It happened during an argument. The doctor and Maggie exchanged a look. Ms. Collins, Maggie said softly. Would you like us to contact the police? This is a serious assault. Dina closed her eyes, considering her option. Filing a police report would make this real, irreversible. It would mean the end of her marriage, the end of the life she'd built over the past 5 years. But then again, hadn't that life already ended the moment Leah lifted that pan? Yes, she said finally, opening her eyes.
Yes, I want to file a report. The next few hours were a whirlwind of police statement, photograph of her injury, and medical treatment. Through it all, her phone remained silent. No calls from Moses. No message asking if she was okay. HIS silence spoke volume, reinforcing the decision she made. Sitting on the hospital bed, her arms and face bandaged, Dina felt a strange sense of calm settle over her. The pain was still there, both physical and emotional. But it was overshadowed by a newfound resolve. She had spent years trying to fit into Leah's world, walking on eggshell around her mood and tolerating her barb. She had watched Moses consistently take the path of least resistance, never standing up to his mother, always expecting Dina to be the bigger person. But no more. The burns on her skin would heal, leaving scar a permanent reminder of this day. But they would also be a testament to her strength. To her refusal to be a victim any longer. As the night deepened and the hospital quieted, Dina allowed herself to think about the future. It was uncertain, frightening even. She would have to find a new place to live, possibly a new job. She would have to navigate the legal system, both for the assault charge and for the inevitable divorce. The road ahead would be difficult. But for the first time in years, she felt a glimmer of hope. She thought about the house, the one Leah so loudly demanded she give up. It had been her home, filled with dream of the family she and Moses might have had. Now it felt tainted, a symbol of everything that had gone wrong. Let Grace have it, she thought bitterly. Let her see how quickly Leah's generosity turned into control. A dawn broke, casting a soft light through the hospital window, Dina made a promise to herself. She would rebuild her life on her own terms. She would surround herself with people who respected her, who understood the meaning of love and loyalty. And most importantly, she would never again allow anyone to make her feel small or unworthy. The burns would heal. The pain would fade. But the lesson learned from this betrayal would stay with her forever, guiding her toward a stronger, more authentic version of herself. As she drifted off into an exhausted sleep, she felt the first stirring of something she hadn't felt in a long time, freedom. The soft beeping of hospital machinery filled the air as she slowly regained consciousness. For a brief, blissful moment, she forgot where she was and why. Then the pain hit her, a throbbing, constant reminder of the previous day's events. She opened her eyes to the sterile white of a hospital room, the events of the previous day washing over her like a tidal wave. Gingerly, she touched her face, feeling the rugged texture of the bandage. The nurse, Elena, entered the room, her kind face a welcome sight amidst Dina's turmoil. Good morning, Ms. Collins, Elena said softly. How are you feeling? Dina managed a weak smile. Like I've been to Helen back, she replied, her voice raspy. Elena nodded sympathetically as she checked Dina's vital. The doctor will be in shortly to assess your burns. In the meantime, is there anyone you'd like us to call for you? The question in the air, heavy with unspoken implication. Who could she call? Moses. The thought of him turned her stomach. Her parents. They lived the country, and she couldn't bear the thought of worrying them. Friends. Most of them were mutual friends with Moses, and she wasn't ready to explain the situation to them. No, she said finally. There's no one. Elena's eyes softened with understanding. She patted Dina's hand gently before leaving the room. Once again, Dina was alone with her thoughts. Lying there, staring at the ceiling, she began to take stock of her situation. The physical pain was intense, but it was nothing compared to the emotional turmoil raging within her. Anger, betrayal, fear, and uncertainty swirled together in a toxic cocktail. But beneath it all, she felt something else stirring. A quiet, steely resolve. She thought of Leah's smug face as she threw the oil. Of Moses' nervous laughter and his feeble attempt at conciliation. Their action had shattered the illusion of family she'd clung to for years. But in doing so, they had also freed her from the chain of obligation and misplaced loyalty that had been slowly suffocating her. A plan began to form in her mind.
It wasn't fully fleshed out yet, more of a general direction than a detailed roadmap, but it was a start. She would rebuild her life on her own term. No more compromising her value to keep the peace. No more diminishing herself to fit someone else's idea of who she should be. The doctor's arrival interrupted her thoughts. E carefully removed the bandage, his face grim and examined the burns. The good news is there's no sign of infection, he said. But these are serious second-degree burns. They'll take time to heal, and you'll likely have some scarring. Dinah nodded, absorbing the information. Scar. Permanent reminded of this they etched onto her skin. But as she talked about it, she realized they could be more than just reminded of pain. They could be badge of survival. Proof of her strength and resilience. What is the healing process like? She asked, her voice steadier than she felt. The doctor explained the treatment plan. Regular wound cleaning and dressing, pain management, and follow-up appointment. It would be a long road, but she was determined to walk it. As the day wore on, she had visitor. Not the ones she would have expected 24 hours ago, but welcome visitor nonetheless. A qu'un-faced police officer came to take her official statement. A victime's advocate arrived shortly thereafter, armed with resource and support option. Ms. Collins, the advocate said softly. I want you to know that what happened to you is not your fault. You have option, and we're here to support you every step of the way. The word washed over Dinah, a soothing balm to her bruised spirit. For so long, she'd been conditioned to believe that keeping the peace was her responsibility. Enflée et l'estomac vide, Naomi ramassa son vieux carnet de croquis. Elle feuilleta les pages, ses dessins à moitié terminés, le futur potentiel qu'elle avait abandonné. Quelque chose s'agita en elle. Une petite étincelle de vie, éclipsée par le chagrin mais vacillant encore d'espoir. Elle se souvint de ce que la mode lui faisait ressentir, vivante, créative, imparable. Elle pensa aux compliments qu'elle recevait autrefois sur ses créations. Elle se rappela le sentiment d'utilité qu'elle éprouvait en voyant quelqu'un porter une de ses pièces. Peut-être. Je peux réessayer, pensa-t-elle, tout en doutant de ses propres capacités. Le lendemain matin, elle se fit une simple promesse. Un petit pas chaque jour. Elle appela Malia, qui répondit avec un enthousiasme débridé. Oui, cria presque Malia au téléphone. Je te dis depuis toujours de te remettre à la mode. De quoi as-tu besoin? Du tissu? Un espace de travail? Je ne suis pas sûr, admit Naomi. L'argent est rare. Je pourrais juste travailler avec ce que j'ai déjà. Malia marqua une pause. Naomi. Tu te souviens que je t'ai dit que ma cousine a un petit studio de garage qu'elle n'utilise pas. Elle a dit que tu pourrais l'avoir pour un loyer modique si jamais tu avais besoin d'un endroit pour travailler. Le pouls de Naomi s'accéléra. C'est parfait. Je n'ai pas les fonds pour un grand espace. Alors c'est à toi, déclara Malia. Je vais m'en occuper. Pas d'excuses. Naomi ressentit une vague de gratitude et d'excitation. Merci, murmura-t-elle, les larmes menaçant de couler. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse cette fois, mais de soulagement et d'espoir. Au cours des jours suivants, Naomi déménagea sa vieille machine à coudre, ses tissus et ses croquis dans le studio improvisé. C'était exigu, avec une seule fenêtre, mais c'était suffisant. Elle accrocha ses dessins au mur avec du ruban adhésif, certains coins se gondolant. Elle installa une petite table pour couper les patrons. Quelque chose dans son âme s'éveillait chaque fois qu'elle mesurait du tissu ou enfilait sa machine. Elle revenait, en quelque sorte, à la vie. Ce n'était pas facile, bien sûr. Elle avait des factures à payer, et ses économies diminuaient. Mais pour la première fois depuis des lustres, Naomi avait l'impression de respirer de l'air frais. Elle avait de nouveau un but, une identité au-delà d'être la femme de Marcus. Même si le chagrin persistait, elle trouvait du réconfort dans chaque point, chaque dessin, chaque moment passé dans ce garage poussiéreux. Naomi décida d'appeler sa nouvelle collection « Renaissance », symbolisant sa renaissance personnelle. Elle passa d'innombrables heures dans ce garage, travaillant jusqu'à ce que son dos lui fasse mal et que ses yeux soient fatigués. Elle n'avait pas de personnel. Juste elle. Pas de gros budget. Juste des chutes de tissu et sa détermination.
À mots couverts, les gens commencèrent à parler d'une créatrice talentueuse revenant sur le devant de la scène. Naomi publia quelques photos d'accroche sur les réseaux sociaux, utilisant un compte qu'elle renomma simplement Naomi Design. Elle n'avait au départ qu'une poignée d'abonnés, principalement d'anciens clients ou des amis qui se souvenaient de ses premiers travaux. Mais le buzz était là. Malia partagea les publications, exhortant les autres à faire de même. Un soir, après avoir terminé une robe particulièrement complexe, Naomi sortit pour reprendre son souffle. L'air nocturne était frais contre ses joues rouges. Elle ressentit un étrange mélange d'épuisement et d'exaltation. Elle pensa fugitivement à Marcus, où il était, avec qui il était. Mais le pincement de chagrin était moins vif maintenant. Elle avait trouvé quelque chose qui lui donnait de l'espoir, qui donnait un sens à sa vie. Pourtant, la réalité financière planait au-dessus d'elle. Elle avait le loyer, les charges et les dépenses courantes. Le départ de Marcus l'avait coupée de toute finance partagée. Il ne s'était même pas donné la peine de lui offrir une pension alimentaire. Naomi devait joindre les deux bouts avec des fonds minimes. Elle créa une petite boutique en ligne et pria pour des ventes. Chaque jour, elle vérifiait son téléphone, le cœur battant à la possibilité de nouvelles commandes. Jour après jour, les commandes arrivaient au compte-gouttes. Une robe sur mesure par-ci, un pantalon ajusté par-là. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Chaque nouvelle vente ressemblait à une petite victoire, rappelant à Naomi qu'elle était toujours digne, toujours vivante, toujours capable de créer de la beauté à partir du chaos. Elle déversa tout son chagrin dans ses créations, espérant que la passion qui en résulterait trouverait un écho chez les autres. Et elle trouva un écho. Plus qu'elle ne le savait. Un tournant était sur le point de se produire. Naomi rencontra André Mensa par pur hasard. Elle était dans le garage, penchée sur sa machine à coudre, quand elle entendit frapper à la porte. Pensant que c'était Malia qui passait, elle ouvrit nonchalamment, s'attendant à un visage familier. Au lieu de cela, elle trouva un homme grand et élégant en costume sur mesure, regardant curieusement à l'intérieur. « Désolé, dit-il en reculant. Je ne voulais pas m'immiscer. Je cherchais la petite start-up technologique voisine, j'ai confondu les adresses. » Naomi sourit poliment. « C'est juste de l'autre côté de la rue, je crois. Ceci est juste mon atelier. » Le regard d'André dériva sur les portants de vêtements et les vêtements à moitié finis. « Vous êtes styliste ?» demanda-t-il, une étincelle d'intérêt brillant dans ses yeux. Naomi hocha la tête, se sentant légèrement gênée par l'espace exigu et encombré. « Oui, juste une petite entreprise à moi. » Il tendit la main. André Mensa. Investisseur. J'ai l'habitude de me concentrer sur la technologie, mais j'ai un faible pour les créations uniques. Il regarda le mannequin près de la fenêtre. Cette pièce, elle a l'air intéressante. Naomi suivit son regard vers une robe de cocktail à imprimé floral qu'elle était en train de prototyper. Merci, murmura-t-elle, surprise par son intérêt. Je suis Naomi Daniels. André hocha la tête, son attention toujours portée sur la robe. Vous avez un sacré sens du détail. Il jeta un coup d'œil à sa montre. Je dois courir à mon rendez-vous, mais, pourrais-je repasser une autre fois? J'adorerais voir plus de votre travail. Naomi hésita. Est-ce sérieux? Elle se surprit à hocher la tête. Bien sûr, je suppose. Je suis ici la plupart des jours. Avec un sourire chaleureux, André partit, laissant Naomi avec un sentiment d'excitation perplexe. Elle n'avait aucune idée s'il était sérieux ou s'il faisait simplement une conversation polie. Mais une partie de son cœur s'envola, quelqu'un reconnaissait sa passion, son talent. La semaine suivante, André revint. Il passa près d'une heure à discuter de ses inspirations, de sa philosophie de conception et de son processus de production. Bien qu'elle fût initialement sur ses gardes, Naomi se surprit à s'ouvrir. Ses questions étaient sincèrement curieuses, ses manières respectueuses. « Vous avez quelque chose de spécial ici » dit André en touchant un chemisier fini avec un soin expert. « Vous avez mentionné que vous travaillez seul » Naomi hocha la tête. « Oui, je ne peux pas encore me permettre une équipe. » Il pinça les lèvres pensivement. « Je vois du potentiel. Avez-vous déjà envisagé de faire appel à un investisseur pour vous développer? J'investis habituellement dans la technologie, mais je ne suis pas opposé à me diversifier si l'opportunité est bonne.
Le rythme cardiaque de Naomi s'accéléra. Vous proposez. André sourit. Je suis intéressé à en savoir plus sur votre plan d'affaires. Je crois que vos créations pourraient être commercialisables à plus grande échelle. Mais parlons des détails un autre jour. Je dois m'assurer que nous partageons la même vision. Naomi hocha la tête, excitation et appréhension se mêlant dans sa poitrine. Elle pouvait à peine y croire, un investisseur était tombé sur sa vie, littéralement, et s'intéressait au financement de sa marque. Monde. Alors qu'André partait, Naomi sentit un profond élan d'espoir. Serait-ce le tournant que j'ai tant prié d'avoir? Portée par ce nouveau contact, Naomi travailla jour et nuit pour peaufiner ses créations. Elle et André eurent plusieurs réunions au cours desquelles ils discutèrent des marchés cibles, des prix potentiels et de l'image de marque. André était étonnamment impliqué, fournissant des commentaires du point de vue de quelqu'un qui comprenait le capital risque et la croissance de la marque. La nouvelle commença à se répandre dans les cercles de la mode discrètement au début que Naomi Daniels était un talent montant. Les influenceurs sur les réseaux sociaux commencèrent à remarquer sa marque Naomi Design. Des photos de sa petite mais élégante collection capsules circulaires en ligne. Une boutique locale la contacta, demandant à vendre quelques-unes de ses pièces. Naomi les expédia avec un espoir tremblant. André, fidèle à sa parole, décida d'investir. Il fournit le capital pour de meilleurs tissus, une petite équipe de couturières et un espace de travail plus professionnel. Naomi quitta bientôt le garage exigu pour un studio modeste avec un éclairage adéquat, des tables de coupe et des présentoirs. Tout le processus lui parut surréaliste où elle était passée du chagrin au seuil de quelque chose d'incroyable. Au milieu de ses progrès, Naomi maintint une concentration discrète. Elle savait à quel point le succès pouvait être éphémère, surtout dans un monde aussi changeant que la mode. Elle se plongea dans chaque point, chaque choix de conception. Et à chaque vêtement terminé, elle sentait une partie de son ancien moi revenir plus forte, plus sage, intacte. Le jour du lancement officiel de sa première collection arriva. André avait organisé un petit événement éphémère dans une galerie élégante du centre-ville, avec champagne, amuse-gueule et couverture médiatique locale. Naomi portait l'une de ses propres créations, une robe bleu cobalt épurée qui lui donnait confiance et la rendait imparable. Elle accueillit les invités avec un sourire radieux, l'adrénaline parcourant ses veines. Les influenceurs prenaient des photos. Les propriétaires de boutiques parcouraient les portants, prenant des notes. Une journaliste de mode locale interviewa Naomi, lui posant des questions sur ses inspirations. Naomi, bien que nerveuse, répondit avec une passion sincère. À la fin de l'événement, presque tous les articles de la collection limitée étaient vendus ou précommandés. La réponse dépassa les rêves les plus fous de Naomi. Alors qu'elle comptabilisait les ventes, ses yeux brillèrent de larmes de joie. Le chagrin, la trahison, rien de tout cela ne pouvait éclipser ce triomphe. André s'approcha d'elle, lui offrant un subtil signe de tête. « Tu l'as fait » dit-il doucement, une admiration sincère dans la voix. Ce n'est que le début. Naomi joignit ses mains, incapable de s'arrêter de sourire. « Merci » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Je n'aurais pas pu le faire sans ta confiance en moi. » Il lui sourit en retour. La confiance est facile quand on voit un vrai talent. Pendant ce temps, la vie de Marcus avec Jasmine commença à s'effilocher. Il avait investi une part substantielle de ses ressources dans le projet Arbor Towers, s'attendant à un retour massif. Cependant, des retards de construction inattendus, des obstacles réglementaires et des conditions de marché changeantes commencèrent à gruger ses bénéfices. La tension s'immisça dans sa relation avec Jasmine. Un soir, Marcus rentra dans leur penthouse luxueux pour trouver Jasmine lançant des accusations. « Où est tout cet argent que tu as promis » lança-t-elle. « Je ne suis pas ici pour perdre mon temps dans un navire qui coule. » Marcus se frotta les tempes, la frustration évidente. « C'est un retard, pas un échec. Une fois que nous aurons réglé le permis, le projet va exploser. » Elle roula des yeux. « J'ai besoin d'un homme qui peut livrer maintenant, pas dans un futur hypothétique. » Marcus la fusilla du regard. Il était fatigué, stressé et commençait à douter que quitter Naomi en ait vraiment valu la peine. Les demandes constantes de Jasmine pour le luxe, les vêtements de marque, les dîners somptueux, les cadeaux extravagants, mettaient davantage à rude épreuve ses finances. Les fondations de leur liaison, construites sur l'engouement et l'ambition superficielle, montraient leurs fissures.
Mais Marcus refusa d'avaler sa fierté. Il redoubla d'efforts dans ses affaires, déterminé à prouver qu'il pouvait encore gagner, même sans le soutien de Naomi. Le succès de Naomi commença à attirer l'attention des magazines locaux et même de quelques publications nationales. Il louait son esthétique moderne et intemporelle, la qualifiant d'ajout rafraîchissant à l'industrie. Des photos de ses créations, et parfois de Naomi elle-même, apparurent sur les fils d'actualité des réseaux sociaux. Chaque reportage ajoutait une nouvelle couche à sa réputation grandissante. Lors d'une séance photo, Naomi posa avec ses pièces les plus vendues, dégageant une confiance tranquille qui sautait pratiquement aux yeux. L'équipe de stylisme s'émerveilla de son aisance naturelle. Fini la timide femme au foyer éclipsée par les ambitions de son mari. Voici une femme renaissant de l'adversité. Les gens qui autrefois négligeaient Naomi se précipitaient maintenant pour obtenir son temps. Les invitations à des galas de charité, des événements de mode et des déjeuners prestigieux remplissaient sa boîte de réception. Malgré tout, Naomi garda son humilité, se souvenant du chagrin qui avait alimenté son retour. Elle disait souvent à André, « Je ne veux jamais perdre de vue pourquoi j'ai commencé ça. » Il s'agit d'expression et d'autonomisation, pas seulement de profit. André admirait sa vision terre à accent grave terre. Il avait investi dans de nombreuses entreprises, mais Naomi Design lui semblait spécial. Il se sentait attiré non seulement par son génie créatif, mais aussi par sa résilience. Il ne fallut pas longtemps avant que les médias ne commencent à associer leur nom, spéculant s'il y avait plus qu'un simple partenariat commercial entre eux. Ni l'un ni l'autre ne démentit ni ne confirma les rumeurs. Le gala de charité annuel de la ville était un événement glamour qui attirait les mondains, les philanthropes et les magnats des affaires. Naomi reçut une invitation et décida d'amener André comme son cavalier. Quand ils arrivèrent, tous les yeux semblèrent se tourner vers eux. Naomi portait une superbe robe noire qu'elle avait conçue elle-même, avec un subtil motif brodé sur la traîne. André arborait un smoking sur mesure qui accentuait sa silhouette imposante. Les flashs des appareils photo illuminèrent leur entrée alors qu'ils foulaient le tapis rouge. Les journalistes s'agglutinaient, criant le nom de Naomi, louant ses créations. Elle offrit des sourires posés, reconnaissant le buzz. André se tenait à ses côtés, une présence stable qui dégageait une confiance tranquille. À l'intérieur du lieu, les serveurs glissaient avec des plateaux de champagne. Naomi se mêlait aux invités, échangeant des plaisanteries avec des célébrités locales et de riches mécènes. Elle ressentit un étrange sentiment de déjà-vu où elle avait l'habitude d'assister à de tels événements en tant qu'épouse de Marcus, le soutien silencieux. Maintenant, elle était la vedette. Et puis elle le vit. Marcus se tenait de l'autre côté de la pièce, vêtu d'un costume bien coupé qui semblait pourtant mal ajusté sur sa silhouette tendue. Il se tourna, et leurs regards se croisèrent. Le choc sur son visage était palpable. Jasmine à son bras, remarqua son silence abrupt et suivit son regard. Quand elle vit Naomi et André, son expression vacilla de jalousie. Naomi ravala la boule dans sa gorge. Elle avait redouté cette confrontation mais ressentait aussi une vague de justification. Elle garda son sang-froid, posant une main sur le bras d'André, et continua à saluer les autres participants. Marcus resta figé, l'incrédulité gravée sur ses traits. Il s'attendait à ce que Naomi soit brisée, qu'elle disparaisse dans l'obscurité. Au lieu de cela, elle s'épanouissait. Après le gala, la nouvelle du succès de Naomi parvint aux cercles sociaux de Marcus avec une clarté indéniable. Partout où il allait, les gens louaient les créations de Naomi, son assurance et l'avenir brillant qui attendait sa marque. Les partenaires commerciaux, qui admiraient autrefois les affaires de Marcus, parlaient maintenant de l'ascension fulgurante de Naomi. Marcus sentit les murs se refermer sur lui. Son propre projet faisait face à des retards et à des difficultés financières. Les exigences de Jasmine se firent plus bruyantes, et sa patience s'amenuisa. Un soir, il tenta de joindre l'ancien numéro de Naomi, mais elle ne répondit jamais. Il laissa des messages qui sonnaient de plus en plus désespérés, bien qu'il ne s'excusât jamais directement. Il s'accrochait toujours à sa fierté, refusant d'admettre qu'il avait eu tort. Au lieu de cela, il fréquentait les bars, noyant ses frustrations dans l'alcool. L'homme d'affaires autrefois calculateur et ambitieux se retrouvait en train de s'effondrer. Jasmine finit par partir, le laissant seul dans un pantouse qu'il pouvait à peine se permettre de garder. Son empire autrefois glorieux lui semblait s'effondrer, brique par brique. Pendant ce temps, Naomi vivait gratuitement dans son esprit, un emblème de ce qu'il avait perdu. Son soutien constant,
son amour inconditionnel, son talent indéniable. Après des mois de séparation, la date de l'audience de divorce arriva. Naomi, accompagnée de son avocat, entra dans le palais de justice la tête haute. Elle portait un tailleur pantalon simple et élégant de sa propre ligne, une déclaration discrète de sa transformation. Marcus était déjà à l'intérieur, son avocat assis à côté de lui. Il avait l'air hagard, des cernes sous les yeux, le tribut de sa vie qui s'effondrait était évident. Alors qu'il regardait Naomi entrer avec assurance dans la salle d'audience, une lueur de regret hanta son regard. L'audience fut rapide. Les preuves d'infidélité étaient irréfutables, et le juge finalisa la dissolution de leur mariage. Marcus tenta de plaider pour un règlement équitable en sa faveur, invoquant des contributions à la marque de Naomi. L'avocat de Naomi présenta calmement la preuve que Naomi Design avait été créée avec ses fonds et par le biais d'une entité commerciale distincte. Après que le marteau du juge eut frappé, finalisant le divorce, Marcus marmonna « Naomi, attends » alors qu'il sortait de la salle d'audience. Elle s'arrêta, se tournant pour lui faire face, son expression neutre. « Je suis désolé », réussit-il à dire, les mots tremblants sur ses lèvres. Il avait l'air vraiment plein de remords pour la première fois. Les choses m'ont juste échappé. Naomi l'étudia, son cœur étonnamment calme. Elle réalisa qu'elle ne ressentait plus de colère ni de douleur. Elle ressentait de l'acceptation. « Marcus, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. » dit-elle doucement, puis se tourna pour s'éloigner. À cet instant, Marcus comprit qu'il l'avait perdue pour toujours. Malgré la finalisation du divorce par le juge, restait la question de la pension alimentaire et des règlements financiers. L'avocat de Marcus avait laissé entendre qu'il pourrait faire pression pour obtenir des concessions sur le nouveau succès de Naomi dans la mode. Il supposait que Naomi s'accrocherait à tout l'argent elle n'était plus cette fille vulnérable. « Je suis désolé », répéta-t-il, la voix plus faible maintenant. « Je voulais juste une chance de... » Amira inspira brusquement. « Tu as fait ton choix, Jess. J'ai juste rendu le mien meilleur. » Sur ce, elle mit fin à l'appel. Ses mains tremblaient, l'adrénaline parcourant ses veines. Elle posa le téléphone, la poitrine soulevée par un mélange de colère et de libération. Elle sirota son thé, fixant les bandes d'étiquettes restantes sur la table. Oui, elle l'avait autrefois aimé profondément, mais cet amour avait été éclipsé par la noirceur de ses actes. Cet appel ne fit que réaffirmer que son présent et son avenir reposaient sur l'empire qu'elle avait construit elle-même, et sur l'amour inconditionnel qu'elle partageait avec ses enfants. Peu de temps après que l'empire de Jess eut commencé à s'effondrer, le monde de Maya Stone bascula également. Les tabloïds qui la célébraient autrefois comme une héritière chérie de la mode l'assaillaient maintenant de questions sur son implication dans les pratiques commerciales douteuses de Jess. Certains insinuaient que sa famille avait financé ces transactions frauduleuses. Bien que légalement faux, le soupçon suffisait à nuire à sa réputation. Les tensions montèrent dans son luxueux Penthouse, un écho de la façon dont Jess avait autrefois arpenté le sien. Elle envoya des emails aux équipes de relations publiques, exigeant des stratégies immédiates pour se distancier du scandale. Les associés de son père firent pression sur elle pour qu'elle coupe les ponts avec Jess, menaçant de lui révoquer son héritage si elle ne le faisait pas désespérer. Elle confronta Jess dans une suite privée d'un hôtel de luxe, à l'abri des caméras indiscrètes. « C'est fini entre nous, dit-elle, la voix tremblante de colère. Je ne peux plus être associée à toi. Tous les magazines me qualifient d'idiote qui a épousé un menteur. » Jess se tenait près de la fenêtre, les épaules affaissées. « Nous ne sommes pas encore mariés, » marmonna-t-il, un étrange sentiment de soulagement traversant son visage. Ils avaient été fiancés, mais avec le scandale qui tourbillonnait, tous les plans de mariage étaient suspendus indéfiniment. Son mascara était maculé de larmes, ses yeux flamboyants. « Tu es obsédé par ton passé. J'ai vu comment tu regardais Amira au gala. Tu ne supportes pas qu'elle t'éclipse maintenant. » Il se tourna vers elle, la bouche s'ouvrant pour protester, mais rien ne sortit. Elle n'avait pas entièrement tort. Il était hanté par la pensée du succès d'Amira, un rappel brutal de ce qu'il avait perdu. La tension entre lui et Maya, autrefois unie par l'ambition, était devenue toxique. « J'en ai fini de te donner le bénéfice du doute, » siffla Maya. Elle attrapa son sac à main de créateur, la bague en diamant brillant à son doigt. « Tu es obsédé par la femme que tu as quittée, et tu as tout gâché en essayant de prouver que tu pouvais faire mieux. » Les yeux de Jess brillèrent de regret, mais aussi d'épuisement.
Les derniers vestiges de leur partenariat, construits sur l'arrivisme social et les apparences superficielles, s'effondrèrent alors qu'elle sortait en trombe. Il fixa la porte fermée, un léger écho résonnant à ses oreilles, la voix d'Amira lui disant qu'elle avait juste amélioré son choix. La crise de nerfs de Maya fit son chemin sur les rumeurs des réseaux sociaux le lendemain. Des informations anonymes affirmèrent que les fiançailles étaient rompues, que la famille Stone ne voulait plus rien avoir à faire avec Jess. C'était encore plus de sel dans la plaie pour un homme qui avait autrefois cru détenir tout le pouvoir. L'effondrement était complet, et il n'y aurait pas de chemin facile vers la rédemption. Alors que la poussière retombait sur l'empire en ruine de Jess et la crise de Maya, Amira se retrouva plus occupée que jamais. Ses gammes de produits s'étendirent au marché en ligne, des partenariats avec des détaillants éco-conscients, et des négociations continues avec l'équipe de Roman Vos pour des innovations technologiques dans sa chaîne d'approvisionnement. Sa vie scintillait de possibilités. Pourtant, au milieu du chaos des affaires et de la maternité, sa relation avec Roman avait pris une tournure douce et inattendue. Ce qui avait commencé comme des déjeuners d'affaires se transforma en conversations plus longues sur la vie, sur les souvenirs d'enfance, sur les peurs et les rêves. Il avait rencontré ses enfants à plusieurs reprises. Une visite impromptue à son cottage, une promenade sur la plage, un après-midi tranquille de jeux de société où le comportement habituellement stoïque de Roman s'adoucissait tandis que les triplés ricanaient autour de lui. Un soir d'août, Roman organisa un dîner privé sur le toit d'un hôtel de charme près de la côte. Au début, Amira pensa que c'était un simple dîner de célébration pour une récente étape importante de sa marque. Le toit était éclairé de douces lanternes, la table dressée de fleurs fraîches. Elle s'émerveilla du geste romantique mais ne saisit pas pleinement le courant sous-jacent d'excitation dans les yeux de Roman. Pendant le plat principal, de délicats fruits de mer pêchés le jour même, il tendit la main par-dessus la table pour lui prendre la sienne. « Amira » commença-t-il, la voix teintée de vulnérabilité. « Je sais que cela peut sembler sortir de nulle part, mais passer du temps avec toi et tes enfants a changé ma perspective sur la vie. » Son cœur s'emballa. Elle serra sa main, incertaine de la direction qu'il prenait mais sentant le changement dans l'air. « Tu es une femme remarquable, une mère dévouée et une entrepreneuse brillante. Je me sens inspiré chaque jour par ta résilience, ta grâce. » Il prit une inspiration, plongeant la main dans sa poche. Puis, comme une douce brise, il posa une petite boîte en velours sur la table. Le souffle d'Amira se coupa dans sa gorge, un frisson d'incrédulité et d'anticipation. Lentement, Roman souleva le couvercle pour révéler une bague étincelante, simple mais magnifique. « Veux-tu m'épouser » murmura-t-il, les yeux fixés sur les siens, la voix portant le poids d'une promesse sincère et mûrement réfléchie. « Je ne veux pas seulement investir dans ta marque. Je veux investir dans ton avenir, dans notre avenir. » Avec Noah, Nia et Neva faisant partie de cette famille. Les larmes montèrent aux yeux d'Amira, le cœur battant comme un tambour. Elle se souvint des innombrables nuits où elle s'était sentie seule, du chagrin d'amour qu'il avait autrefois consumé, de la peur de ne jamais être assez. Voici un homme qui voyait sa force, sa vulnérabilité, et voulait tout cela. Elle expira, hochant la tête à travers des larmes de joie. « Oui. » Réussit-elle à dire, la voix tremblante d'émotion. « J'adorerais t'épouser. » À l'arrière-plan, les vagues de l'océan clapotaient contre le rivage bien en dessous. Les étoiles au-dessus semblaient scintiller en signe d'approbation. Roman lui glissa la bague au doigt, et à cet instant, le temps s'arrêta. L'horizon, autrefois sombre et incertain, brillait maintenant de possibilités infinies. La nouvelle ne tarda pas à éclater. Le lendemain matin, un communiqué de presse officiel de Vos Global Tech confirma les fiançailles de Roman Vos avec Amira, la fondatrice de la célèbre marque Nira Natural. En quelques heures, tous les médias du divertissement et des affaires titrèrent en gros « Un milliardaire épouse la reine des soins de la peau et adopte ses triplés ». L'histoire se répandit comme une traînée de poudre. Les reportages télévisés diffusèrent des images d'Amira recevant son prix au gala, entrecoupées de photos de Roman assistant à des événements caritatifs. La vidéo du yacht où elle dansait avec les triplés refit surface, les commentateurs s'extasiant sur l'ambiance familiale heureuse. L'email et le téléphone d'Amira explosèrent de vœux, certains provenant d'anciennes connaissances qui se souvenaient soudainement de son existence. Les marques se bousculèrent pour la féliciter publiquement, espérant surfer sur la vague de relations publiques positives. Les invitations au talk-show s'affluèrent, chaque animateur voulant l'exclusivité sur le mariage de la décennie. Elle géra l'assaut avec prudence, s'appuyant sur l'équipe de relations publiques de Roman pour obtenir des conseils.
Tandis que le monde rugissait ses félicitations, elle se concentra sur ses enfants et la logistique de la fusion de son entreprise en pleine croissance avec les ressources de Roman. Elle remarqua que Roman, malgré sa richesse, restait terre à accent grave terre. Il passait du temps à lire des histoires au triplet avant de dormir, s'adaptant facilement au chaos contrôlé de la vie avec des tout-petits. Pendant ce temps, le drame de Jess et Maya offrait un contraste saisissant. Les tabloïds spéculaient que leur fiançailles était soit en suspens, soit complètement annulée. La crise de nerfs de Maya devint un sujet de commérage public, alimentant une tempête de relations publiques négatives. D'une manière quelque peu tordue, le monde semblait célébrer encore plus la nouvelle d'Amira, car elle offrait un contrepoint lumineux à la chute de Jess. Lors d'un petit dîner de famille dans son cottage, Madame Perkins, la voisine qui aidait à s'occuper des triplés, leva un toast à Amira, qui nous a tous montré que la meilleure vengeance est de bien vivre, et à Roman, pour avoir vu le trésor qu'elle est. Rires et applaudissements suivirent. Amira, les joues rougies de joie, tenait la main de Roman sur la table. Peut-être que le vieil adage était vrai. Les tempêtes les plus sombres cèdent souvent la place aux levers de soleil les plus brillants. Et tandis qu'elle contemplait la bague scintillante à son doigt et les 3 précieux enfants qui riaient à proximité, elle sut que les meilleurs chapitres de sa vie ne faisaient que commencer. Les préparatifs du mariage avancèrent rapidement. L'équipe de Roman s'occupa de la logistique du repérage des lieux, des listes d'invités et de la sécurité, tandis qu'Amira se concentrait sur l'équilibre entre la maternité et l'essor du développement de nouveaux produits. Malgré le tourbillon, elle ne perdit jamais de vue ses racines. Elle testait toujours personnellement chaque lot de Nira Natural, s'assurant que son empire en expansion restait fidèle à son éthique naturelle. Juste une semaine avant le mariage, par un après-midi brumeux, on frappa à la porte de son cottage. Elle n'attendait pas de livraison, alors elle regarda prudemment par le Judas. Son cœur se serra. C'était Jess. Vêtu d'un costume froissé. Les cheveux en désordre. Il ressemblait à un homme qui avait tout perdu. Elle entr'ouvrit la porte. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-elle, la voix basse pour ne pas réveiller les triplés de leur sieste. Les yeux de Jess débordaient de désespoir. « Il fallait que je te voie, dit-il, la voix tremblante. « S'il te plaît, laisse-moi juste entrer un instant. » Après une hésitation tendue, elle s'écarta. Jess entra en traînant les pieds dans le salon, ses yeux parcourant le nouveau décor, les touches subtiles de Roman, les jouets des enfants. Il déglutit, comme s'il réalisait à quel point sa nouvelle vie était solidement ancrée. Il se tourna vers elle, des larmes coulant sur ses joues. « Écoute, je sais que j'ai tout gâché, gravement. Mon monde est en ruine. J'ai tout perdu. Mon entreprise, ma réputation, Maya. Et je sais que ça ne se compare pas à ce que je t'ai fait. » Il tomba à genoux, les yeux suppliants. « Mais, je veux faire partie de leur vie. » Un instant, le choc la paralysa. Elle reconnut qu'il avait dû apprendre l'existence de ses enfants par la couverture médiatique. Son estomac se noua. Il ne sait pas que ce sont ses triplés, se rappela-t-elle. La décision pesait lourdement sur son cœur. Lui devait-elle cette vérité? Avant qu'elle ne puisse répondre, il continua. « Je n'ai rien à offrir mais, je suis leur père. J'ai le droit de les voir. » Les yeux d'Amira brillèrent. La colère l'envahit. « Leur père, répéta-t-elle, la voix tremblante. Depuis quand te soucies-tu de la paternité? » Il tendit la main, effleurant la sienne, mais elle recula. « Je suis désolé. » murmura-t-il à nouveau. « Je t'ai quitté quand tu avais le plus besoin de moi. J'étais un idiot, courant après des illusions. » Un tourbillon d'émotions dansa dans sa poitrine. Colère, pitié, chagrin. Elle pensa à Noah, Nia et Neva, en sécurité dans leur chambre, ignorant béatement l'homme qui les avait abandonnés avant leur naissance. Une vague d'instinct protecteur la submergea. Enfin, elle se redressa, la voix calme mais résolue. « Tu n'es pas l'homme dont ils ont besoin. Tu as eu ta chance. Mes enfants ont un père maintenant. Roman. Et je ne te laisserai pas perturber leur vie. » Il étouffa un sanglot, les lèvres tremblantes. Le désespoir vacilla dans ses yeux, mais le regard d'Amira se durcit. Elle se dirigea vers la porte, l'ouvrant en grand. « Pas, dit-elle, le ton final. C'est fini. » Jess hésita, les larmes tachant ses joues. Puis, la tête basse, il sortit en traînant les pieds.
Elle referma doucement mais fermement la porte derrière lui. À l'intérieur, son cœur battait la chamade, un millier de mots inexprimés se débattant dans son esprit. Mais elle savait qu'elle avait fait son choix, un choix qui protégeait la précieuse famille qu'elle avait construite. Le lendemain de la visite suppliante de Jess, Amira se replongea dans le travail avec une détermination renouvelée. Elle n'était plus qu'à quelques jours de son mariage, mais la sphère des affaires bruissait d'anticipation pour un discours majeur qu'elle avait été invitée à donner, une conférence TED sur la guérison par la réinvention. Debout en coulisses dans une robe chic mais modeste, elle serrait les fiches de son discours, bien qu'elle n'en eût guère besoin, son histoire était gravée dans son âme. Alors que la salle de conférence se remplissait de personnalités influentes, les lumières de la scène brillaient doucement. Finalement, son nom résonna dans les haut-parleurs, « Veuillez accueillir Amira, fondatrice de Nira Natural ». Montant sur scène, elle plissa brièvement les yeux contre le projecteur. Au premier rang, Roman lui offrit un signe d'encouragement. Elle repéra quelques autres visages familiers, des pairs de l'industrie, des fans de sa marque. Mais au-delà d'eux, une merveilleuse inconnue observait, débordant de curiosité. Elle commença, la voix assurée, « Il y a des années, j'ai été abandonnée. Je n'avais rien, pas de travail, pas de soutien. J'étais aussi enceinte, et seule. » Le public se figea, sa vulnérabilité les captivant. Elle raconta son parcours. Le chagrin d'amour, le déménagement, les difficultés d'élever des triplés tout en construisant une marque à partir de rien. Chaque mot résonnait chez ceux qui cherchaient une étincelle d'espoir dans leurs propres défis. Elle conclut sur un thème de transformation personnelle. Autrefois, je me définissais par la mesure du succès de quelqu'un d'autre, dit-elle, l'émotion tintant sa voix. Mais j'ai découvert que le vrai succès naît de nos cicatrices les plus profondes. C'est aller de l'avant, même lorsque le monde doute de vous, et transformer ce doute en détermination. Une ovation debout éclata, des larmes brillant dans plus d'un regard. Le lendemain matin, la conférence TED atteignit 20 millions de vues, largement partagée pour son authenticité brute et son message stimulant. Les journalistes la qualifièrent rapidement de « reine autodidacte des soins de la peau moderne ». Les offres pour des contrats de livres et des couvertures de magazines inondèrent sa boîte de réception. Pourtant, en répondant aux messages de félicitations, elle réalisa que sa plus grande fierté n'était pas les applaudissements. C'était de savoir qu'elle pouvait maintenant inspirer les autres. Elle était devenue la preuve vivante que le chagrin d'amour et les difficultés pouvaient se transformer en une force inarrêtable. Le mariage eut lieu sur une falaise en bord de mer baignée de soleil, non loin de la ville où Amira avait reconstruit sa vie. Les triplés, vêtus de minuscules tenues de cérémonie, volèrent la vedette. Noah tira sur son nœud papillon, Nia gloussa pendant les vœux, et Neva se dandina en ramassant des pétales de fleurs. Des amis et un groupe restreint de collègues de confiance assistèrent, formant un cercle intime de soutien. Roman portait un costume sur mesure, mais ses yeux trahissaient une excitation nerveuse. Alors qu'Amira s'avançait dans une courte allée jonchée de pétales de rose, un silence tomba sur l'assemblée. Sa robe ivoire flottait dans la brise marine, la traîne effleurant légèrement l'herbe. Elle était radieuse, son visage illuminé d'un sourire si pur qu'il rivalisait avec le soleil. Ils échangèrent leurs vœux sous une arche florale, la voix de Roman résonnant de sincérité. « Je promets de te soutenir, de croire en tes rêves et de me battre pour notre amour, maintenant et pour toujours. » En retour, le vœu d'Amira comprenait un hommage sincère aux chemins inattendus qui les avaient menés ici. « Quand je pensais être au plus bas, tu es arrivé et tu m'as rappelé que l'amour et la possibilité ne meurent jamais vraiment. » Le baiser qui scella leur union suscita applaudissements et larmes. Un instant, le temps fut suspendu dans la chaleur de cette cérémonie en bord de falaise. Des mouettes planaient au-dessus, les vagues clapotaient doucement en contrebas, et les brises murmuraient une bénédiction silencieuse. Peu après, ils entreprirent un tour du monde en famille, déterminés à montrer aux triplés les merveilles au-delà de leur cottage. Des photos de leur voyage apparurent en ligne, les enfants contemplant la tour Eiffel, poussant des cris de joie à la vue des montagnes enneigées, barbotant dans les eaux turquoises des plages tropicales. Chaque ville semblait être un témoignage vivant du chemin parcouru. La marque d'Amira prospéra en son absence, grâce à une équipe solide et une gestion à distance. Elle tenait des réunions virtuelles depuis des balcons d'hôtels au lever du soleil, les triplés s'incrustant parfois dans le cadre. Au lieu de considérer cela comme un manque de professionnalisme, les clients étaient charmés par l'authenticité, la « maman patronne inarrêtable », comme ils l'appelaient. Roman, de même,
équilibrait son propre empire avec le temps passé à explorer des cultures étrangères avec sa nouvelle famille. Ils visitèrent des marchés locaux, découvrant de nouvelles herbes et des ingrédients potentiels pour Nira Natural. Partout où ils allaient, ils trouvaient des raisons d'être inspirés, de nouvelles façons d'étendre non seulement leurs affaires, mais aussi leur cœur. Cette lune de miel prolongée et tournée familiale devint une tapisserie de souvenirs, mêlant romance, parentalité et exploration mondiale. Et avec chaque photographie partagée, avec chaque bride de leur joie sincère, la fascination du public ne fit que croître. Mais plus important encore, leur lien en tant que famille se renforça, forgeant une unité qu'aucune tempête ne pourrait plus briser. Des mois plus tard, le tour du monde s'acheva, et ils retournèrent dans une ville qui célébrait désormais Amira comme une entrepreneuse visionnaire et la partenaire bien-aimée de Romain Voss. À l'atterrissage, une petite foule de paparazzis et de fans les accueillit au terminal des jets privés. Les appareils photo crépitèrent, capturant le moment où Amira descendit les marches du jet, la main de Roman dans la sienne, les triplés suivant avec une curiosité enjouée. Sur ce dernier cliché, désormais une photo emblématique placardée dans les magazines et les flux. On de reconstruire sa vie, les rencontres inattendues qui avaient enflammé son potentiel. Elle parla franchement du doute de soi, de l'incinération de ses photos de mariage et des innombrables nuits où elle s'était demandé si elle était assez bien. Mais chaque défi, chaque revers, m'a appris quelque chose sur qui je pouvais être, dit-elle, sa voix gonflée de conviction. La douleur peut être transformatrice si nous le permettons. C'est le cœur du projet Phénix. Renaître de ses cendres plus fort, plus audacieux et plus compatissant que jamais. Des larmes brillèrent dans les yeux de nombreux membres de l'auditoire. Alors que Léa concluait son discours, elle les invita à regarder en elles-mêmes et à trouver leur propre pouvoir. Ce sommet ne me concerne pas seulement, conclut-elle. Il vous concerne vous, vos rêves, votre résilience, votre droit de vous tenir debout, peu importe qui a essayé de vous abattre. Les applaudissements furent tonitruants, une ovation debout qui résonna dans la poitrine de Léa. Submergée, elle joignit les mains en signe de gratitude. Au premier rang, elle aperçut Monsieur Haroud rayonnant de fierté, Naomi essuyant des larmes, et Kai applaudissant avec un sourire admiratif. Cette nuit-là, les réseaux sociaux explosèrent de photos et de vidéos du sommet. Des messages affluèrent de participants qui se sentaient inspirés et changés. Le hashtag #RiseAbove, #SelvroDéçu fut en tendance pendant des jours, consolidant la position de Léa non seulement comme une entrepreneure à succès, mais aussi comme une figure aimée dans les cercles de l'autonomisation. Le lendemain du sommet, Léa se tenait devant les portes vitrées de son siège social fraîchement agrandi. L'enseigne au-dessus indiquait « Projet Phénix Mondial ». Elle s'arrêta un instant, réfléchissant à l'incroyable voyage qu'il avait mené ici. De la femme timide et incertaine sortant d'un tribunal à la PDG confiante sur le point d'entrer dans une salle de réunion de cadres de haut niveau. Elle prit une profonde inspiration et poussa les portes. À l'intérieur, son équipe s'affairait avec énergie. Un mobilier moderne et un décor élégant donnaient à l'espace une ambiance créative et professionnelle. Des baies vitrées offraient une vue imprenable sur la ville. Le bourdonnement de l'innovation et de la collaboration était palpable. Léa descendit le couloir en direction de la salle de réunion, où son personnel de direction l'attendait. Elle échangea des salutations chaleureuses avec les membres du personnel, dont beaucoup avaient suivi son histoire et se sentaient personnellement investis dans la mission du projet Phénix. Leurs sourires et leurs mots d'encouragement la stimulèrent. En entrant dans la salle de réunion, elle la trouva bourdonnante d'anticipation. C'était une réunion importante, discutant de l'expansion dans 3 nouveaux pays, finalisant des partenariats avec des entreprises technologiques établies et esquissant un programme de mentorat pour les aspirantes entrepreneurs. Prenant place à la tête de la table, Léa ressentit un sentiment de détermination presque électrique. « Commençons-nous » dit-elle en ouvrant un classeur de notes. La réunion se déroula sans accroc, chaque point de l'ordre du jour étant traité avec professionnalisme et une vision tournée vers l'avenir. À la fin, ils s'étaient mis d'accord sur un nouveau calendrier pour les bureaux internationaux, forgeant des alliances qui feraient du projet Phénix une force mondiale. Les applaudissements et l'excitation qui suivirent confirmèrent que chacun sentait qu'il faisait partie de quelque chose d'extraordinaire. Après la réunion, Léa sortit sur le balcon pour un moment d'introspection. Le soleil était bas, peignant la ligne d'horizon de nuances d'orange et de rose. En bas, la ville pulsait de vie. Elle se souvint comment elle se tenait autrefois dans l'ombre du doute, laissant l'opinion d'une autre personne définir sa valeur. Maintenant, elle se tenait au seuil d'une nouvelle ère, assumant pleinement son pouvoir.
En regardant les rues animées en contrebas, son regard tomba sur un grand panneau d'affichage numérique. À son grand étonnement, il affichait une publicité pour le projet Phoenix. Son visage, posé et confiant, dominait la métropole. Le slogan disait « S'élever vers de nouveaux sommets ». Rejoignez le mouvement. Adrian se tenait au coin d'une rue, contemplant ce même panneau d'affichage. Son expression était illisible. Un mélange d'admiration et de regret. Le monde bougeait autour de lui, mais il semblait figé, bloqué dans ce moment où il témoignait du succès de Léa affiché publiquement. La femme qu'il avait autrefois ridiculisée et sapée était maintenant un phare de triomphe. Et elle ne lui accordait pas le moindre regard. Tout en haut, Léa observa son propre panneau d'affichage un instant de plus, puis sourit. Elle n'était pas brisée. Elle était en devenir. En fait, elle était déjà devenue la puissance qu'elle était toujours censée être. Je suis ravi que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à appuyer généreusement sur ce bouton « J'aime » et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.